Bienvenue dans le club de l'hémicycle consacré à la journée du commerce CB et j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir l'ancien ministre délégué chargé des Transports Jean-Baptiste Djebbari. Bonjour. Bonjour à vous, merci d'être là. Merci beaucoup d'être présent pour le club de l'hémicycle. Alors évidemment, on va parler du commerce aujourd'hui dans ce contexte de tensions économiques, d'instabilité géopolitique. Quels sont pour vous les grands enjeux du commerce et en particulier sur la mobilité que vous connaissez très bien? C'est vrai que sur le champ du transport et de la logistique, on a vu déjà dans les 20-30 dernières années beaucoup de changements. On a vu des commerces se porter d'abord aux abords des périphéries, puis revenir un peu plus dans les centres-villes, sous l'effet des politiques qu'on a menées, avec plein d'enjeux relatifs au pouvoir d'achat, aux capacités à se déplacer dans les centres-villes. On a bien sûr l'enjeu écologique qui est important. On a environ 40% de la pollution dans les centres-villes qui sont générées par la logistique urbaine. Donc c'est évidemment un sujet qu'on d'ailleurs s'est réglé un peu plus rapidement que les autres, parce que la logistique urbaine, par définition, ce sont des flottes, ce sont des grandes entreprises, ce sont les collectivités locales. Donc de ce point de vue-là, on peut être plus efficace parfois que dans d'autres secteurs du secteur des transports. On a évidemment des sujets liés à la transition numérique. On a vu que l'émergence du e-commerce a explosé et a complètement restructuré les flux logistiques avec des demandes clients d'avoir leurs produits le lendemain, donc de stocker au plus près des consommateurs. Et puis on a vu des impacts géopolitiques très importants. On a appelé ça relocalisation, régionalisation, nearshoring, etc. Mais ça a des impacts très concrets parce que l'idée qu'on a, c'est de moins dépendre en France et en Europe de flux logistiques extérieurs. On l'a vu pendant la crise Covid, par exemple. Bien sûr, on a tiré toutes les leçons. Des invariants en quelque sorte. On voit bien que l'Asie continue de fournir pour l'essentiel des biens manufacturés en Europe et d'une manière générale de l'Occident. Et puis on a des opportunités qui sont aussi des menaces. On en a parlé un tout petit peu aujourd'hui aussi, autour de l'intelligence artificielle qui peut être utilisée à profit, mais qui... Évidemment, on va en parler aussi ici. Parlons du pouvoir d'achat, si vous le voulez bien. Le pouvoir d'achat et la mobilité. On sait que le pouvoir d'achat est sous tension, mais on n'a jamais... Enfin, en tout cas, c'est un sentiment. On n'a jamais vu les Français se déplacer autant. Ouais. C'est une contradiction? Non, je crois que les Français sont épris de liberté. Ouais. Ils ont le goût du déplacement. Ils ont aussi des besoins de déplacement. Et avec une démographie en plus qui évolue, qui quand on devient un peu plus âgé aussi, on a des besoins sociaux, des besoins de se rendre à l'hôpital ou dans des centres de soins qui sont très importants, qui entraînent beaucoup de mobilité. Et donc c'est l'idée qu'on avait quand on est arrivé au gouvernement en 2017, c'était ça, c'était de partir réellement des besoins de mobilité et de savoir comment intelligemment on pouvait densifier le besoin des transports quand c'était nécessaire, et puis assurer la desserte fine dans les territoires. Voilà. Parce que le grand sujet autour du pouvoir d'achat, c'est qu'on a eu, et d'ailleurs je pense que ça a présidé un peu la crise des Gilets jaunes, c'est qu'on avait l'impression que les urbains étaient toujours mieux fournis. Absolument. Et qu'on avait les ruraux qui dépendaient de la voiture, qu'on accusait de polluer et qui avaient accès à beaucoup moins de chances. Et on avait une statistique assez alarmante qui disait qu'un Français sur 4 refusait un emploi par défaut de solution de transport, notamment des jeunes. Donc c'est un enjeu. On a essayé, voilà. Et puis derrière tout ça, il y a ce que vous dites, il y a le pouvoir d'achat, il y a les finances publiques, parce que organiser les transports, ça coûte cher. Les rénover surtout. Les rénover, soit on les finance par le prix du billet, ou par l'impôt, ou par la dette. Moi, il faut faire des choix, il faut l'expliquer. La data, ça a un rôle important justement dans le prix justement de cette mobilité. Les comportements ont changé aussi en termes de mobilité, vous l'avez remarqué? On l'a remarqué, on a beaucoup plus de déplacements qui sont auto-organisés, beaucoup moins intermédiaires. On a évidemment des entreprises qui ont énormément de données sur leurs clients, sur leurs usagers. La SNCF, je crois, a 20 millions de clients uniques, avec évidemment un historique assez important. La France, c'est un peu particulier parce que quand on a des données sur les individus, il faut évidemment protéger tout ça, la CNIL. Et puis je pense qu'on a mis un peu de temps, tant du côté des pouvoirs publics que du côté des opérateurs, à définir ce qu'on faisait de la donnée. On a vu beaucoup d'optimisation, on n'a pas vu beaucoup de valorisation stratégique par les entreprises ou les opérateurs de transport logistique avec la donnée. Je pense que c'est un chemin qui est encore en cours. Pour faire quoi? Pour créer des applications Alors, soit effectivement on peut créer, et c'était l'objectif en 2018, créer des applications multimodales. On met
avec tous les modes de transport dans une application. Et on choisit son... Et on choisit, on a bien vu, destination. et puis on peut scorer la mobilité en fonction des critères écologiques, économiques. On n'a pas vu vraiment de plateformes françaises émerger. Moi, mon sentiment en 2018, c'est qu'on aurait vu des plateformes émerger autour de la SNCF, autour des banques, par exemple, pour la brique de paiement. Ouais. On n'a pas vu ça encore. Ouais. Donc ça va arriver. Parce qu'il n'y a pas de paiement sans contact, encore, c'est pas assez fluifié encore le paiement sur la mobilité. Je pense que c'est un des grands sujets qui est devant nous. Ça commence à se faire, tout juste avec Île-de-France Mobilité là, et le métro. On a d'ailleurs profité aujourd'hui, mais ça aurait pu commencer en 2016. Moi, je voyage beaucoup. Il y a énormément de pays dans lesquels vous passez votre portable. Bien sûr. Et depuis très longtemps. Ouais. Et ça crée de l'acceptabilité, ça crée de la fluidité, ça crée... Bien sûr, on peut avoir son titre de transport maintenant, mais pas encore cette fluidité des paiements. Sur la question de l'écologie, très important, les Français veulent voyager différemment parce qu'ils veulent aussi moins polluer. On est dans la prise de conscience, vous pensez, plus que dans l'engagement en fait de ces nouveaux moyens, en tout cas, d'exister avec ces enjeux écologiques. Bon, d'abord, je pense qu'en France, on a pris le sujet très sérieusement, en France et en Europe. On a les normes qui sont les plus vertes du monde. C'est vrai. Et d'ailleurs, souvent, on a pris des normes avant d'avoir réellement des plans industriels, ce qui est un sujet. Oui. Après, ou même les produits, je parle de la voiture électrique par exemple. On a fait des normes immensément exigeantes pour les véhicules électriques et on a aujourd'hui des véhicules chinois qui sont prêts à déferler sur le marché européen et on a du mal à s'en protéger. Donc ça, c'est un premier sujet. Quand on prend des normes et on l'a fait sérieusement, il faut avoir un plan. Et peut-être qu'on n'a pas suffisamment anticipé ça d'une manière générale au cours des 10-20 dernières années. Deuxièmement, sur les paradoxes qui sont en chacun d'entre nous. Je pense que le bon exemple, c'est l'aviation. On a beaucoup tapé sur l'aviation. On a eu des égéries comme Greta Thunberg qui nous rappelait. On a eu Jean Covici qui nous disait 4 vols par vie, etc. Et on a pensé, moi-même le premier, j'ai attendu de voir ce que faisaient les jeunes. Parce qu'on aurait pu penser que la jeunesse, un peu... s'adapterait plus vite que de façon un peu univore, climato-activiste, etc. Bon, la réalité, c'est qu'on a aujourd'hui des chiffres qui sont têtus et qui nous montrent que la jeunesse des moins de 25 ans d'aujourd'hui voyage autant que celle d'il y a 10 ans. Donc c'est toujours probablement autant et avec les mêmes modes de transport, vous voulez dire? Avec l'avion. Oui, avec l'avion. Pour le coup, avec l'avion low cost et qui a un besoin de liberté, que souvent ça traduit des préférences pour le pouvoir d'achat, et que ça traduit aussi une forme de précarité. Ça reste un critère. Ça reste un critère extrêmement important, s'agissant notamment des transports longue distance. Donc je pense que ces paradoxes qui sont chacun d'entre nous, qui sont un peu anthropologiques entre l'opinion, on est tous écolos, et l'engagement, on n'est pas tous prêts réellement à se passer de ce qui a pour nous beaucoup de valeur, c'est-à-dire la liberté individuelle. Bien sûr. Je pense qu'il faut, quand on est politicien ou politicienne, essayer de regarder ça avec beaucoup de justesse. Et soit, effectivement, de faire des propositions de modèles qui sont plus liberticides et de les assumer, ce ne sont pas les miens, soit de dire qu'on veut préserver la liberté, qu'on veut être... Il faut trouver un juste milieu, donc. Oui, et s'organiser. C'est-à-dire que je pense que si on dit qu'on veut être écologique, ça s'organise, on met des normes, on a des plans, bien sûr. Et on crée ce cercle vertueux. Typiquement, arrêter le thermique, les voitures thermiques en 2035, est-ce que c'est réaliste quand on sait que les Français sont très inquiets et ont du mal à entrevoir, en tout cas, cette perspective? Je pense que si on dit ça, alors il faut au moins résoudre 3 sujets. Leur donner les moyens de le faire. Absolument, il faut résoudre le sujet de l'offre, il faut avoir des véhicules qui soient français, européens, il faut des véhicules qui soient abordables. Pour être abordable, il faut qu'ils soient produits pas chers et ou qu'on ait des aides le temps que les véhicules soient abordables. Bien sûr. Et il faut des bornes de recharge, si on parle de ça, partout dans le territoire pour qu'on n'ait pas ce frein à l'usage qui soit la panne sèche d'électricité. Donc c'est ça qu'on a essayé d'organiser. On voit bien que sur les bornes, et je ne dis pas parce que c'est moi qui l'ai organisé, mais c'est pas mal, notamment sur les axes grande distance. C'est plus compliqué dans les habitats collectifs. Sur la partie pouvoir d'achat, on dépense énormément d'argent pour rendre les véhicules accessibles, le leasing social et les subventions. Sur la partie offre, on commence à se prémunir ou à réguler l'offre chinoise pour parler d'elle. On voit bien qu'on produit toujours cher, ça renvoie à une structure de coût et ça va être assez têtu pendant encore une dizaine d'années. Parlons de l'IA. Est-ce qu'elle joue un rôle majeur dans la sécurisation des transports? Il y a les JO évidemment, où il y a un enjeu crucial. Les transports ciblent souvent du terrorisme. Donc est-ce que l'IA elle joue un jeu quelque chose en jeu majeur dans les transports? Elle joue un jeu, en tout cas, elle a un rôle majeur à jouer dans la sécurisation des transports. Nous, on avait, je le disais un petit peu tout à l'heure, on avait aidé une boîte à l'époque qui s'appelle Datacalab et qui nous aidait à compter le nombre de masques. Mais derrière, le sujet, c'était pas ça. Le sujet, c'était de savoir comment on pouvait, avec de la vidéo augmentée par l'IA, détecter plein de choses. Le bagage abandonné, le comportement terroriste, les comportements, les RICS, les harcèlements sexuels, bref. Tout ce qui était de nature à faire du secteur des transports une zone dans laquelle notamment les femmes ne se sentent pas bien. Et oui, c'est un peu aussi. Et donc ça, il faut évidemment le concilier avec les libertés individuelles, il ne faut pas qu'on devienne Big Brother, mais je pense qu'il faut, et le France le fait, et les JO c'est une bonne occasion pour tester pas mal de choses et les pérenniser, il faut qu'on prenne ce pas, qu'on saute le pas, de vivre dans un monde dans lequel on observe beaucoup plus les gens, en garantissant leur liberté individuelle,
et dans lequel on arrive à créer de la sécurité dans les transports parce qu'on en a bien besoin. Dernière question, la souveraineté, c'est un mot à la mode, hein. La souveraineté des transports, c'est quoi pour vous? C'est à l'échelle nationale, européenne, une souveraineté des paiements aussi? Ouais, ça dépend ce qu'on entend par souveraineté, mais si on entend par souveraineté le fait de dépendre le moins possible des autres, c'est comme ça que moi je l'entends. Absolument. Alors évidemment, c'est la sécurité physique, la sécurité numérique, c'est les transactions, celle des paiements, celle des véhicules de transport, bref, faire tout ce qu'on peut faire chez nous à un prix acceptable et pour nos emplois qualifiés de chez nous, le faire. Puis après, rester un monde ouvert, y compris exporter ce qu'on sait faire de très bien. Et je pense que la souveraineté chez soi, c'est pas le rejet de l'autre et c'est pas un monde qui n'est plus global. Mais c'est quelque chose qui commence à penser son intérêt. Souveraineté en termes d'énergie aussi, on parle bien sûr, de la produire voiture. de l'énergie décarbonée chez nous. Et puis qui s'envisage comme une France ou une Europe qui effectivement produit chez elle tout ce qu'elle peut produire, exporte ce qu'elle fait de mieux et commerce avec le monde quand c'est nécessaire et quand c'est souhaitable. C'est important de participer aujourd'hui à cet événement du commerce pour voir les enjeux. L'ouverture d'esprit, c'est ce que j'ai noté un petit peu dans les débats qu'il y a pu avoir, comme la clé justement de l'avenir de ce commerce. Est-ce que c'est le cas? On n'est jamais aussi lucide sur soi que quand on fréquente d'autres secteurs, d'autres géographies. La curiosité. La curiosité, et parfois on se désole, parfois on se console. En tout cas, ça permet de voir nos points forts, nos points faibles. Ça permet aussi parfois de s'imprégner, et c'est difficile quand on est un acteur politique de le faire, de s'imprégner des réalités de terrain, du monde économique. Il est demandeur d'ailleurs. Absolument, et donc on est toujours meilleur quand on comprend mieux les autres. Et mieux comprendre les autres, c'est être curieux des autres. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir participé à ce club de l'hémicycle.